Chers invités de ma page Facebook, bonjour. Bienvenue à cet autre numéro de notre émission de formation juridique du citoyen. Le droit dit quoi? Afin que l'une n'en ignore. Nous sommes dans un nouveau décor pour la première fois. Nous voulons tout simplement dire merci à toute cette équipe de communication qui nous suit, qui nous permet véritablement d'avoir cette émission. Cette équipe nous a suivis. Je voudrais vraiment avec vous dire merci à toutes ces personnes qui se sacrifient, qui prennent le temps pour que nous puissions être à jour. Je voudrais saluer l'infatigable Olivier Nyawa. Je voudrais aussi saluer M. Paul Zirima. Il travaille. Derrière, il y a toute une équipe. On ne va pas citer tout le monde. Mais en tout cas, recevez nos sincères remerciements. D'accord? Nous voulons vraiment, avec l'équipe, les membres de la génération de rupture, vous dire merci pour tout ce sacrifice, tout ce temps que vous mettez à la disposition de la Côte d'Ivoire pour que nous puissions apprendre le droit. C'est notre pari, c'est le pari de ces nombreuses personnes pour une génération nouvelle, une génération à la pensée démocratique, non seulement à la pensée démocratique, mais à la pratique démocratique, c'est-à-dire une société soumise à la loi. C'est le pari de tous les membres de la génération de rupture. Nous allons vous demander, comme d'habitude, de partager cette page, de faire aimer cette page après vous-même l'avoir aimée, et puis de provoquer des abonnements, bien sûr, parce que je ne doute pas un seul instant que vous êtes déjà abonné à cette page qui fait le pari de la formation du citoyen nouveau pour une Côte d'Ivoire debout, une Côte d'Ivoire où il fait bon vivre. C'est une Côte d'Ivoire dans laquelle la loi triomphe. Nous avons commencé une série de formations en ce qui concerne les rapports entre l'employeur et l'employé. Nous avons commencé par la lettre de demande d'explication. Nous avons donné toutes les précautions qu'il fallait prendre lorsqu'on était en train de rédiger une lettre de demande d'explication à un employé. La semaine dernière, il y a eu le point numéro 2. Nous avons développé les précautions qu'il fallait prendre dans la rédaction de la réponse à la demande d'explication. Aujourd'hui, le troisième point, j'ai envie de dire pour boucler la boucle, nous allons parler de la lettre de licenciement. Les précautions à prendre en rédigeant une lettre de licenciement. Ces précautions sont d'autant plus importantes que la lettre de licenciement, comme on le dit en droit, va figer le procès. Donc lorsque vous êtes en train de rédiger, il va falloir prendre des précautions. La lettre de licenciement va figer le procès. En droit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous rédigez la lettre de licenciement, les thèmes que vous utilisez, les faits, votre argumentation, ce qui est contenu dans la lettre de licenciement va limiter le cadre du procès. En d'autres mots, si vous n'avez pas invoqué des faits en ce moment-là dans la lettre de licenciement, vous ne pourriez plus invoquer d'autres faits en dehors de ceux qui sont contenus dans la dite lettre. En droit, l'on dit que la lettre de licenciement va figer le procès, va délimiter le cadre de discussion entre les parties. C'est seulement ce que vous avez mis dans la lettre de licenciement qui pourra être discuté devant le juge. C'est très important. C'est très important aussi parce que vous savez que c'est la lettre de licenciement qui va être discutée.
Naturellement, c'est cette information que vous donnez à l'employé, au salarié, pour lui parler de la rupture de votre relation de travail. C'est cette motivation contenue dans la lettre de licenciement qui va soit emporter la conviction, c'est-à-dire être acceptée par le travailleur ou être refusée par lui. D'où son importance. C'est la lettre de licenciement qui sera discutée au tribunal. Parce que la lettre de licenciement devra contenir un certain point essentiel que nous allons prendre le soin maintenant de vous expliquer. Vous êtes maintenant des habitués de cette émission et vous savez comment est-ce qu'on se comporte à chaque fois. Nous avons toujours la référence juridique, la référence légale, le fondement. C'est ça. Il faut avoir ce réflexe. Lorsque vous êtes en train de faire une chose, lorsque vous voulez construire, par exemple, vous voulez construire le permis de construire, comment est-ce qu'on l'obtient? Vous devez chercher dans la loi sur la construction. Vous devez rechercher la loi sur la construction. Vous devez chercher. C'est ça, ces réflexes. Vous voulez acheter un bien immobilier, vous devez rechercher la loi sur les ventes. C'est ce réflexe que nous voulons que vous ayez en tant que membre de la génération de rupture. Ici, nous recherchons la loi. Nous l'avons déjà annoncé. C'est la même loi, la loi 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail. C'est cette loi qui est la référence. En ce qui concerne la lettre de licenciement, il y a l'article 17. Vous devez vous référer à l'article 17 de cette loi. Lorsque j'ai parlé de notre référence légale, je vous avais déjà annoncé que notre référence légale ici principale, c'est le Code du travail. Ce n'est pas la référence exclusive, c'est-à-dire ce n'est pas la seule référence. Vous aurez des décrets d'application, vous avez aussi, en ce qui concerne les références de la rédaction de la lettre de licenciement, vous allez en tant qu'employeur vous référer non seulement à ces tests, la convention collective aussi va vous intéresser, et vous aurez aussi besoin du contrat de travail de l'employé, et puis vous avez aussi une référence importante, c'est le règlement intérieur de l'entreprise. Ça, c'est le cadre qui pourra vous aider à la rédaction d'une lettre de licenciement. Mais principalement, comme on le dit, vous avez le Code du travail et l'article 17. Bien compris. Alors, nous allons lire un point essentiel de cet article 17. Et c'est ce que je vais maintenant vous annoncer. Article 17.4. Le motif du licenciement peut tenir à la personne du salarié, qu'il s'agisse de son état de santé, de son aptitude à tenir l'emploi, de son insuffisance professionnelle ou de sa conduite fautive. Le licenciement est alors qualifié de licenciement pour motif personnel. L'employeur qui licencie pour motif personnel doit notifier sa décision par écrit au salarié. La lettre de licenciement comporte nécessairement l'indication du ou des motifs de la rupture, le nom ou la raison sociale de l'employeur, le numéro d'immatriculation
à l'institution de prévoyance sociale et l'adresse de l'employeur. Les noms, prénoms, numéros d'affiliation à l'institution de prévoyance sociale, date d'embauche et qualification professionnelle du salarié, la date de prise d'effet de la rupture, dans le même temps où il notifie le licenciement au salarié, l'employeur informe l'inspecteur du travail et des lois sociales du ressort. Cette information écrite comporte les mêmes indications que celles contenues dans la lettre de licenciement. C'est l'article 17.4 du Code du travail. Ce sont des choses qu'il ne faut pas ignorer parce que ça peut coûter très cher à l'entreprise. Vous savez, aujourd'hui, la gestion du personnel, c'est une science. On parle de la gestion des ressources humaines. C'est une science. Ce qu'on appelle les DRH. C'est une science. Alors, il faut connaître toutes ces choses. C'est très important. Sinon, ça peut coûter très cher à l'entreprise. On ne s'amuse pas lorsque nous sommes en train de rédiger une lettre de licenciement. Ça peut coûter très cher si vous faites des erreurs. Et c'est ce que nous voulons vous éviter. D'accord? Voici cette disposition que nous venons de lire, qui nous sert de référence. Article 17.4. À partir de cette lecture, nous pouvons savoir ceci, que le licenciement peut intervenir pour des raisons qui tiennent à la personne du salarié. Ça, c'est très important, cette information. Cela veut dire qu'il y a des licenciements qui peuvent intervenir en dehors de la personne du salarié. Lorsque vous prenez, par exemple, un licenciement pour motif économique, c'est un licenciement qui est en dehors de la personne du salarié. Il y a maintenant d'autres licenciements qui tiennent à la personne du salarié. Je voudrais ici vous dire que ce qui nous intéresse aujourd'hui, principalement, je ne dis pas exclusivement, mais je dis principalement, c'est le licenciement qui tiendrait à la personne du salarié, à sa personne. Alors là, la loi parle, par exemple, d'un licenciement pour l'état de santé, par exemple, du travailleur. N'est-ce pas? Pour insuffisance professionnelle, par exemple, c'est la personne du salarié. Et puis, à côté de tout cela, vous avez les licenciements pour faute du salarié. C'est ça qui nous intéresse le plus, le licenciement pour faute du salarié. C'est là-bas qu'il y a beaucoup de discussions, lorsque vous invoquez une faute. Nous avons vu la liste, ou du moins les éléments, les indications, les mentions nécessaires qui doivent être. Je dis mention nécessaire. La loi dit mention nécessaire. La loi n'a pas dit mention obligatoire. Il y a une nuance en droit. Nécessaire et obligatoire, ce n'est pas la même chose. Mais le législateur a choisi, il a dit mention nécessaire. D'accord? Donc en principe, si vous êtes une société sérieuse, si vous êtes une société qui maîtrise vraiment les tests, alors vous devez refléter ce que la loi dit. Quand on voit ces mentions, on dit ça c'est une société sérieuse. Alors n'oubliez pas l'affiliation par exemple de la personne à la CNPS, sa mention, vous avez tout cela. C'est très important. C'est des choses, il faut se référer à cela. Alors donc, ces mentions, je vous prie simplement de vous référer à l'article 17.4 du Code du travail. Nous allons progresser. Nous allons progresser sur les précautions à prendre dans la rédaction d'une lettre de licenciement. Et nous voulons nous mettre dans cette position, toucher des points essentiels, les points qui font qu'il y a débat. L'un des points essentiels pour nous, c'est la motivation. C'est cela, la motivation de la lettre de licenciement. Il faut motiver la lettre de licenciement.
Cela veut dire quoi? Le licenciement se définit en fait comme la rupture du lien de travail. La motivation du licenciement, ce sera quoi? Ça va être les arguments de fait qui justifient la rupture du lien de travail salarié. En d'autres mots, qu'est-ce qui justifie? Quelles sont les raisons qui sont à l'origine de la séparation? Pensez un peu au mariage entre l'employeur et l'employé ici. Pour penser en fait à la relation de mariage réel entre époux. On se marie pour toujours, n'est-ce pas? Ça pourrait être la même chose à l'exclusion, par exemple, de la relation de travail limitée, c'est-à-dire le contrat de travail à durée déterminée. Lorsque c'est indéterminé, alors on est dans la relation un peu comme la relation de mariage. Si vous voulez vous séparer, l'invocation, par exemple, d'une faute doit être réelle. La motivation, c'est cela. Qu'est-ce qui fait que vous voulez vous séparer de cette personne? Alors, en rédigeant la lettre de licenciement, vous devez motiver cette lettre de licenciement. En motivant cette lettre de licenciement, nous allons vous proposer ceci. Pour montrer potentiellement au juge, j'ai dit potentiellement au juge, que vous avez respecté la procédure légale, puisque la procédure vous impose de faire une demande d'explication préalable. Avant de licencier votre employé, vous devez lui faire une demande d'explication. Ce qui va se passer, c'est qu'une lettre de licenciement doit épouser, la rigueur dialectique. La rigueur dialectique, c'est la confrontation, une sorte de thèse, d'antithèse et de synthèse. La thèse va être quoi? Ça va être, par exemple, de planter les décors. En date de, nous vous avons adressé une lettre de demande d'explication portant sur, alors vous allez indiquer le fait qui était à l'origine de la demande d'explication. Portant sur la disparition, par exemple, d'un colis qui avait été confié à un employé, par exemple, où nous vous avons adressé une lettre de demande d'explication portant sur vos retards répétés en date de. Donc, vous devez, c'est-à-dire que vous ne devez pas inventer les faits, puisque la loi parle de la rigueur des faits, c'est-à-dire que la réalité des faits, les faits doivent être réels, les faits ne doivent pas être inventés. Donc, lorsque vous êtes en train de motiver maintenant le licenciement, pour montrer au juge que vous n'avez pas inventé ces faits, il va falloir les énumérer pour que le juge sache que ce ne sont pas des faits inventés par l'employeur pour se séparer d'un travailleur, n'est-ce pas? Donc, en date de, nous vous avons adressé une lettre de demande d'explication. Cette formalité vaut son pesant d'or parce que la loi vous impose, vous en tant qu'employeur, lorsque vous voulez vous séparer de votre employé, de lui faire une demande d'explication préalable. Alors, lorsque vous rappelez cet élément, c'est pour dire que vous avez satisfait donc, à cette formalité légale. Donc, en date de, nous vous avons adressé une lettre de demande d'explication relativement aux faits de, donc les faits reprochés, qui doivent être des faits précis, comme on l'a dit, n'est-ce pas? Et vous allez dire après, en réponse à cette demande d'explication, vous nous avez fourni les éléments suivants. D'accord? Donc, vous relatez ce qu'il a dit. Et si vous avez décidé de licencier, c'est que vous trouvez insuffisant l'explication que votre employé vous a donnée.
vous a fourni. Donc vous voulez passer outre les explications de votre salarié, de votre employé. Alors, pour passer outre, vous devez justifier, motiver ce pourquoi vous voulez vous séparer de lui malgré les explications qu'il vous a fournies. Passez outre. C'est pourquoi je dis que la lettre de licenciement doit épouser la rigueur de cette démarche argumentative, thèse, antithèse, synthèse. Alors, nous allons passer outre. Il va falloir donc justifier en disant que vous nous avez fourni une explication. Cependant, c'est-à-dire que vous allez nous montrer l'insuffisance parce que vous allez passer outre. Cependant, alors vous allez justifier, vous allez motiver. Vous allez motiver. Vous allez dire ce pourquoi il y a faute. Vous allez faire une démonstration. Cela s'impose à vous. Nous avons eu un procès. Je ne vais pas citer le nom des parties, mais l'employeur a demandé à l'employé, par exemple, veuillez vous référer à la lettre que nous avons adressée à l'inspection du travail en date de. Ce n'est pas une motivation. La motivation doit être dans le corps de la lettre de licenciement. La motivation doit être portée à la connaissance de l'employé. Par exemple, une grève illégale, une grève irrégulière, par exemple, une grève déclenchée en dehors de tout cadre légal. Alors, vous allez dire que, cependant, votre grève déclenchée a violé les dispositions de la loi, notamment l'article. Oui, c'est cela la motivation. Vous devez motiver, non seulement de façon factuelle, mais aussi de façon textuelle, de façon légale. C'est très important. On ne rédige pas comme ça une lettre de licenciement. C'est très important. C'est pourquoi ceux qui gèrent le personnel doivent être formés. Il y a trop de dégâts. Il y a trop de dégâts en matière de dommages et intérêts. En ce qui concerne certaines entreprises qui payent des dommages et intérêts qu'elles pouvaient éviter si elles avaient pris des précautions. S'adresser soit à un avocat, à un sachant. Je vous ai dit que nous sommes près de 700 et quelques en Côte d'Ivoire. Vous pouvez vous adresser à un avocat. Alors, il faut motiver, vraiment motiver. Si la personne a fait disparaître tel élément ou tel objet placé sous sa garde, vous devez motiver. Vous devez prouver au juge, là, dans la lettre de licenciement, que la séparation n'est pas basée sur un motif fallacieux. D'accord. Toujours là, la transition est toute trouvée. Deuxième point, vos énonciations ne doivent pas être des énonciations mensongères. Il y a des employeurs malheureusement qui inventent des faits pour se séparer de leurs employés. Cela est dommage. Alors que vous pouvez peut-être lui proposer une séparation amiable. Par exemple, c'est prévu aussi dans la loi. Une séparation négociée. Rupture négociée, la loi dit. Rupture négociée du contrat de travail. Si vous ne voulez plus d'une personne, vous pouvez négocier la séparation, la rupture. C'est possible. Alors, il faut éviter les énonciations fallacieuses, les motifs fallacieux de rupture. C'est très, très, très important. C'est très important. Il faut éviter ces motifs. C'est-à-dire le mensonge. Il faut les éviter. Il ne faut pas du tout mentir. C'est-à-dire que vous licenciez un travailleur parce que vous n'avez plus besoin de lui, mais vous allez inventer
des faits. Si cela n'est pas établi, vous voyez que vous allez être condamné à lui payer des droits de rupture et des dommages et intérêts pour tout simplement motif fallacieux qui n'est d'autre que pour vous dire que vous avez menti. Le motif fallacieux. Un autre élément très important, une autre précaution à prendre, lorsque vous êtes en train de rédiger une lettre de licenciement, vous ne devez pas oublier de qualifier le fait. Mais attention, attention. Écoutez-moi bien, très important. Vous ne devez pas qualifier le fait qui relèverait d'une autre juridiction, notamment la juridiction pénale. Par exemple, vous ne devez pas, vous, en tant qu'employeur, vous autoriser de faire une démonstration pour dire que vous vous êtes rendu coupable d'escroquerie ou vous vous êtes rendu coupable, je dis, d'abus de confiance. Par exemple, évitez cela. Parce que de tels qualificatifs ou de telles qualifications de faits relèvent de la juridiction pénale. C'est la juridiction pénale. Cependant, la description du fait, nous voyons que cette personne s'est autorisée de faire des ponctions sur la chose de la société ou d'utiliser le bien de la société à des fins personnelles, en tout cas à des fins autres que celles de l'objet de la société, alors vous allez simplement décrire ce fait pour montrer que ce fait est en contradiction avec l'objet de la société, mais éviter les termes comme « vous vous êtes rendu coupable d'escroquerie », alors que la personne ne fait pas l'objet de poursuites devant une juridiction correctionnelle. Évitez de telles qualifications. Mais, cependant, des qualificatifs ou des qualifications comme « faute lourde », vous êtes rendu coupable d'une faute lourde, donc après avoir fait cette démonstration, cela est autorisé. Vous devez le faire. Vous vous êtes rendu coupable, ou du moins vous avez désobéi au pouvoir de votre responsable hiérarchique. Donc, des faits d'insubordination. Vous êtes autorisé à le faire. Mais évitez des expressions qui relèvent exclusivement de la juridiction pénale. Il faudrait l'éviter parce que vous n'avez pas le pouvoir pour. D'accord? La loi est très bien réglée. Il faut les éviter. Une autre énonciation importante, vous savez que la loi vous oblige à mettre à la disposition de l'employé, après le licenciement, certains documents. Le certificat de travail, vous devez lui remettre cela. Vous devez lui remettre le relevé nominatif de salaire. Vous devez lui remettre le solde de tout compte. Alors, il faut prescrire cela dans la lettre de licenciement pour dire que ces documents sont disponibles au niveau du responsable des ressources humaines, par exemple. C'est très important pour montrer à la juridiction que vous vous êtes déchargé. N'oubliez pas, je vais en parler tout à l'heure en ce qui concerne la réception
de la lettre de licenciement. Il faut laisser des traces, puisque la loi vous oblige à notifier la lettre de licenciement au travailleur. Alors, qu'est-ce qui prouve que vous vous êtes déchargé de cette obligation légale? Il faut un élément laissant trace écrite, à savoir une décharge de l'employé pour montrer que vous lui avez notifié la lettre de licenciement. D'autres personnes vont me dire, mais cher maître, et si le travailleur ne veut pas prendre, il provoque, il n'est pas sur place, alors vous pouvez lui porter tout simplement cette lettre par commissaire de justice. Vous le notifiez cela par commissaire de justice. Vous avez aussi la possibilité d'envoyer la lettre de licenciement par voie postale, avec accusé de réception. Cela est possible. On ne dit pas simplement, on ne dit pas forcément qu'il faille notifier, vous, employeur, forcément à personne là, directement là, au moment où il est au travail, la lettre de licenciement. Cette modalité n'est pas prévue par la loi, mais vous devez notifier la lettre de licenciement. Alors, vous allez utiliser toutes les voies possibles pour pouvoir lui notifier la lettre de licenciement en ayant une décharge pour dire simplement que l'employé a bel et bien reçu la lettre de licenciement, la lettre de rupture. Ça, c'est très important. Vous devez prendre cette précaution. Alors, il y a un autre point important aussi que je voudrais souligner avec vous. Je dirais même que ce sera certainement le dernier point parce que c'est un point important. C'est ceci. Un élément très important que je voudrais aborder avec vous, qui doit signer la lettre de licenciement? Naturellement, c'est l'employeur. C'est l'employeur. Mais enfin, vous allez me demander, mais maître, l'employeur, c'est qui? Cela dépend. Cela peut dépendre des types de sociétés, des types d'organisations. Vous avez des fondations, vous avez souvent aussi des institutions, comme la BCAO, comme l'UEMOA. Cela dépend. Vous avez les directeurs généraux ou les gérants dans les SARL. Vous avez les directeurs généraux, vous avez les directeurs généraux adjoints, vous avez dans les SA, vous avez les PDG aussi, hein, ça dépend. Alors, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui peut être désigné comme tel, qui peut engager l'entreprise, qui doit signer cette lettre de licenciement. Il arrive des fois aussi où il y a la possibilité de déléguer ses pouvoirs, ça dépend de l'organisation, ça peut être aussi les directeurs des ressources humaines. Le directeur des ressources humaines, dans certaines entreprises, le directeur peut valablement signer une lettre de licenciement. Pas exclusivement, mais principalement, c'est celui qui a le pouvoir d'engager l'entreprise, dont la signature engage l'entreprise. Là, c'est lui, le directeur, le représentant de l'entreprise, le représentant de l'entreprise. Je dis le représentant de l'entreprise, c'est lui qui doit signer la lettre de licenciement. Mais le directeur des ressources humaines aussi peut signer valablement la lettre de licenciement, suivant donc l'organisation interne. Mais il peut y avoir une question, est-ce que une personne extérieure, un représentant extérieur peut signer la lettre de licenciement? Non. Un avocat ne peut pas signer une lettre de licenciement. Bien qu'étant un représentant, il ne peut pas signer la lettre de licenciement. Il faut un représentant interne de l'entreprise, interne à l'entreprise, pour signer la lettre de licenciement. Nous avons eu des cas comme ça. Alors, l'avocat, en tant que représentant extérieur, personne extérieure, qui représente l'entreprise, ne peut pas signer une lettre de licenciement. Ça, c'était un élément important. Alors, très important. D'accord, vous devez juste souligner cela. Je vais terminer maintenant avec juste quelques précautions à prendre. Et là, je vais vous lire des articles pour que ce soit très clair. L'article 17.5
toujours. Nous allons voir principalement une disposition et je vais vous expliquer rapidement. Vous devez prendre cette précaution en tant que responsable des ressources humaines lorsque vous voulez licencier une personne. Cette disposition dit ceci: en cas de sanction décidée par l'employeur, celle-ci doit être notifiée aux travailleurs concernés dans un délai de 15 jours ouvrables courant à partir de la date de réception des explications écrites, sauf cas de licenciement des travailleurs protégés. C'est l'article 17.5 alinéa 5 qui est très clair. Cela veut dire que si vous voulez licencier votre employé, vous recevez ces explications, n'est-ce pas? À compter de la réception de sa réponse à la demande d'explication que vous lui avez demandé, demandé de fournir, vous avez 15 jours ouvrables pour lui notifier une sanction, dont notamment le licenciement. C'est la sanction des sanctions. D'accord? 15 jours ouvrables. Vous ne recevez pas une lettre de réponse à une demande d'explication et vous attendez plus de 15 jours ouvrables, soit 20 jours, un mois, et puis vous procédez au licenciement de cette personne. Notez cela. D'accord? Un autre élément qu'il faut savoir en tant que responsable des ressources humaines, et valable aussi pour les travailleurs, parce que s'il y a ce manquement, alors vous allez pouvoir attaquer. Et je lis la disposition. Il s'agit de l'article 17.5 alinéa 7, qui nous dit ceci: aucune sanction antérieure de plus de 6 mois à l'engagement de poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction. C'est une disposition qui doit vous interpeller dans la rédaction d'une lettre de licenciement. Le texte est très clair. Cela veut dire que vous voulez prendre une nouvelle sanction. Mais vous ne pouvez pas aller invoquer une sanction qui date de plus de 6 mois. C'est ce que ça veut dire. Alors, il faut éviter dans votre lettre de demande, votre lettre de licenciement, d'invoquer une sanction qui date de plus de 6 mois. C'est ce que ça veut dire. Alors, il faut l'éviter. Une dernière préoccupation aussi de certaines personnes, c'est la prescription des faits. La prescription des faits. Et je vais lire maintenant l'article 17.5 alinéa 8. C'est le dernier alinéa de cet article-là qui dit ceci. Passé un délai de 3 mois depuis la connaissance par l'employeur de son existence, aucun fait reproché au travailleur ne peut faire l'objet de sanctions disciplinaires. Ça, ce texte est très clair. Une fois que l'employeur est informé d'un fait, il a 3 mois pour donner une suite. Passé le délai de 3 mois, il ne peut plus demander des explications aux salariés, des explications à l'employé. C'est tout simplement la prescription des faits, c'est-à-dire leur effacement en termes de poursuite, de possibilité de poursuite. C'est leur effacement. On se dit que si les faits étaient très graves, vous n'allez pas passer plus de 3 mois pour pouvoir demander à l'employé des explications. Voici donc aujourd'hui ce que nous pouvons dire sur la lettre de licenciement. Nous avons été certainement un peu plus longs, mais pour vous permettre de mieux cerner cet acte très important de la vie professionnelle, la lettre de licenciement. Alors, nous étions en train de répondre à un de nos abonnés. Ce sera très simple. C'est de façon verbale que son employeur est venu lui dire « Je voudrais
que nous nous séparons ici. Voilà, vous avez les outils juridiques désormais pour savoir que la notification écrite de la lettre de licenciement fait défaut en l'espèce, mais plus grave, il n'y a même pas eu de lettre de demande d'explication. Cet employeur va être assurément condamné pour licenciement abusif. Il va payer non seulement les droits de rupture à son salarié, mais il va aussi payer des dommages et intérêts pour rupture abusive. Cela peut lui coûter très cher. Voici, très chers invités de ma page Facebook, ce que nous avons voulu dire pour cette émission. La semaine prochaine, nous allons toucher des points très importants. Je vais nous parler la semaine prochaine des concepts du droit, des concepts à connaître lorsque nous avons la matière juridique à manipuler. Il y a des concepts à connaître. C'est qui le procureur? C'est qui le juge d'instruction? C'est qui le juge? C'est qui le greffier audiencier? Qu'est-ce que ça veut dire requérir une condamnation? L'avocat, la plaidoirie, il plaide. Entendre des personnes de la génération de rupture dire l'avocat a requis. Non, nous ne voulons plus de ces concepts employés à tort et à travers. Nous allons vous permettre de pénétrer l'univers du vocabulaire juridique. C'est une mission. Nous nous sommes assignés cette mission. C'est la génération de rupture. Partagez cette page, faites aimer cette page. Je voulais dire encore merci à ces amis étudiants qui sont passés nous voir. Très bientôt, ce n'est pas une surprise, nous allons lancer ce concours Impact Logos, le concours d'éloquence, en milieu universitaire. Ce sera pour très bientôt. Ce sera pour très bientôt, très bientôt. Le thème sera connu, les règlements du concours, et tout cela va être porté à votre connaissance. Ce sera un moment très utile pour notre jeunesse, les leaders de demain. Moi, je vous dis simplement à bientôt. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie. C'est avec beaucoup de joie que nous animons cette émission, beaucoup de joie, parce que tout simplement un homme doit avoir une raison de vivre. Notre raison de vivre, c'est l'humain, la route qui mène vers là où nous allons. À très bientôt.